Bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale sur Africable Télévision, édition spéciale consacrée à la mission de très haut niveau des chefs d'État de la CEDEAO à Bamako sur la crise socio-politique au Mali. Nos invités sont Abdelkader Maïga du M5 RFP. Monsieur Maïga, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Maïga. Comme invité, nous avons également Kassim Tambagile, consultant MC. Monsieur Tambagile, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je vous remercie également. Et le troisième invité est Issoumailia Diallo, président Arc-en-Ciel, membre du CFR. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Donc avant de poursuivre avec le débat, nous allons suivre ensemble ce reportage d'Abdoulaye Maïga et de Sékou Doumbia. Et juste après, retrouver nos invités pour en parler. Les présidents Muhammadu Buhari du Nigeria, Mamadou Issoufou du Niger, Nana Akufo-Addo du Ghana, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Macky Sall du Sénégal ont été tous accueillis à l'hôtel Sheraton de la capitale malienne. Première étape de cette rencontre de haut niveau, les briefings du médiateur de la CEDEAO au chef d'État. Au même moment, dans les coulisses de l'hôtel, l'espoir s'élit sur les visages des Maliens, même si les avis des uns et des autres restent divers. Il y a 5 chefs d'État qui se déplacent. Quand il y a 5 chefs d'État qui se déplacent dans un contexte aussi difficile, j'espère que nous, Maliens, on va quand même les écouter. On va les entendre et on va aller dans le sens de ce qu'ils vont nous demander de faire. Et encore une fois, avec l'accord des Maliens, parce que ce n'est pas une camisole forcée, mais c'est juste, il faut parler entre les Maliens. Sinon, nous en avons les moyens. Mais je crois qu'ils ont assez fait pour que les Maliens comprennent qu'ils ne sont pas là pour leur mettre une camisole forcée. Ils sont là pour qu'ils s'entendent sur l'essentiel. Et je crois que l'essentiel, c'est de sauver le Mali. Une discussion est toujours... au début, on part sur une base. Nous, ce n'est pas que le départ du président de la République qui nous intéresse, mais c'est que le peuple malien, qu'on met fin à leur souffrance. Si cela doit passer par le départ du président de la République, moi je pense que nous n'allons pas hésiter à saisir cette occasion et demander ce départ. Dans le cas échéant, s'il se trouve qu'il y a d'autres solutions à la sortie des échanges qui peuvent être une solution pour le peuple malien, pourquoi pas? Même son de cloche du côté de certains leaders de la société civile à travers le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Ça, c'est déjà la première force de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas venir négocier avec nous, vous nous dites que ça, c'est une ligne rouge. Donc ça, c'est une force note. On comprend leur désir de trouver une solution. Il n'y a pas une ligne rouge quand on négocie, aussi longtemps qu'on est tous souciés de respecter notre constitution. Je venais de vous dire, nous ne voulons pas un arrangement constitutionnel ou un tripatouillage institutionnel. Aussi longtemps que ces deux aspects sont respectés, il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas. Nous disons tous le Mali. On veut un Mali qui respecte ses institutions, on veut un Mali uni, on veut un Mali qui respecte le droit de tout un chacun. Pour bon nombre d'observateurs, si les chefs d'État de la CEDEAO ne vont pas au-delà de la recommandation des recettes habituelles, les chances sont minces de mettre fin à la succession des impasses politiques. Retour sur ce plateau, je l'annonçais d'entrée, la mission des chefs d'État de la CEDEAO était à Bamako ce jeudi dans le cadre de la résolution de la crise sociopolitique que connaît le Mali. Cette troisième mission de l'institution sous-régionale est composée de 5 chefs d'État. Monsieur Maïga, est-ce qu'avec cette mission de très haut niveau, les lignes ont bougé? Y a-t-il eu d'accord? Merci beaucoup, M. Djibrila, mais permettez-moi, à l'entame de mes propos, de remercier les Maliens, le peuple malien, remercier les sympathisants, militants et les membres du M5 RFP, que ce soit au Mali ou à l'extérieur, et remercier également tous ceux qui nous accompagnent, en particulier l'autorité morale qui est l'imam Mahmoud Dicko. Pour répondre à votre question, je pense que nous, on s'attendait, quand on a appris que les chefs d'État venaient, qu'il y ait une sorte d'imposition de point de vue ou de solution. Et j'avoue que ça n'a pas été le cas. C'est également l'occasion de remercier ces chefs d'État
qui sont venus en responsables, qui ont écouté attentivement tout ce que nous avions dit et qui ont fini par décider de faire remonter les informations au niveau du sommet des chefs d'État. Donc nous pensons que cette position, cette posture prouve qu'ils sont en train encore de chercher la meilleure solution. Voilà, Monsieur Diallo, en parlant de solutions, peut-on parler de médiation de toutes les attentes? On sait que du côté du Sheraton, la journée a été longue. Et je vous remercie d'abord de cette question, mais bien avant, je voudrais quand même, comme à l'accoutumée, présenter à jamais encore mes condoléances, n'est-ce pas, aux Maliens tombés, aux militaires tombés, au nom de la patrie. Et pendant les derniers événements, nous avons constaté aussi qu'il y a des Maliens aussi qui sont tombés. Et nous pouvons considérer d'une façon ou d'une autre comme nos frères et nos sœurs, quelle que soit la tournure des événements, comme certaines attendent déjà mettre cet état des faits sous l'épaule de certains. Mais nous pensons quand même que c'est nos frères. Et nous présentons encore nos condoléances et que Dieu le Tout-Puissant les assiste. Et que Dieu assiste effectivement aussi le Mali dans cette crise qui ne fait que tourmenter encore les esprits. Et dans cette crise où nous pensons que tôt ou tard il y aura une solution. Déjà par rapport à la mission de la CEDEAO aujourd'hui au Mali, je tiens principalement quand même à féliciter non seulement cette mission noble qu'a effectuée aujourd'hui la CEDEAO, avec un esprit, n'est-ce pas, de mieux rapprocher les Maliens, et avec la plus grande considération, parce que nous avons constaté qu'il y a quelques jours seulement, et il y avait une mission chez nous ici, qui a eu à faire une proposition de sortie de crise, et si quelques jours après encore, les chefs d'État se rendent au Mali, dans la même lignée, c'est pour dire que la chose malienne leur intéresse, la chose malienne a été, la crise malienne a été prise en compte et au sérieux. Maintenant, je pense quand même que tous les acteurs de cette crise doivent savoir que ce n'était pas seulement que pour une visite de courtoisie qu'ils sont venus au Mali, c'est le témoignage effectivement aussi de tout ce dont ils ont pour ce pays et de ce dont ils voudraient que le Mali soit un pays en paix, un pays émergent, un pays, n'est-ce pas, qui pourra retrouver sa place dans le concert des nations, surtout dans la zone CEDEAO. Donc moi je vais dire que les négociations d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas, je ne pourrais pas me prononcer totalement sur les conclusions, comme en perspective aussi après cette rencontre-là, il y a aussi ce qu'on appelle les points de vue doivent être partagés au niveau des différentes bases et ça va nous permettre d'être situés. Comme on le dit d'habitude, et après avoir étudié et réétudié les propositions, je crois qu'il y aura une porte de sortie de crise. Nous allons y revenir. Monsieur Tambaguilé, vous êtes consultant. Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle du pays? Je pense que la CEDEAO est dans ce rôle. Nous sommes une grande famille africaine. Le fait que la CEDEAO, la délégation des chefs d'État aujourd'hui a effectué le déplacement, c'est un signal porteur. Le Mali est un grand pays. Vous savez, aujourd'hui, quels qu'en soient les problèmes, lorsque la CEDEAO aujourd'hui est sensible aux difficultés d'ordre national, ça veut dire que réellement, ces signaux peuvent aujourd'hui nous permettre de juguler cette crise. Mais à un moment donné, il faut que le président de la République soit encore en mesure d'assumer sa responsabilité, qu'il puisse s'approprier des recommandations issues de ces rencontres-là pour faire en sorte que nous puissions apaiser la tension sociale. Il est le premier responsable de tous ces problèmes. Moi, je pense que ce qui est essentiel, il faut une convergence sur l'intérêt national. Il faut que l'ensemble des acteurs maliens puissent comprendre que la crise que le Mali est en train de traverser maintenant, nous sommes responsables aujourd'hui. On doit faire en sorte que, pour que cette solution soit vraiment une solution durable. Ça, c'est ma proposition. En tout cas, on a entendu votre proposition. Monsieur Meiga, cette troisième médiation de la CEDEAO, chacun campe sur sa position. Est-ce un échec pour cette troisième médiation? Parce qu'on n'a pas, en tout cas, entendu grand chose des échanges issus de cette troisième médiation de la CEDEAO. Sincèrement, je ne sais pas de quel côté on se situe pour parler de cette médiation. En tout cas, nous, du côté du M5 RFP, nous sommes très ravis
que nous soyons toujours sur notre position. Parce que la médiation n'est pas venue nous demander de changer catégoriquement de position. Je peux dire à nos téléspectateurs que les deux présidents qui ont parlé par rapport à la démission du président, ils nous ont fait savoir que le rôle de la CEDEAO, ce n'est pas de venir nous parler de la démission du président. Et que dans le protocole politique et de gouvernance de la CEDEAO, c'est inadmissible qu'on parle de démission du président de la République. Mais en conclusion, les mêmes présidents nous disent qu'ils vont faire remonter ce que nous avions dit au sommet des chefs d'État et que ce qu'ils souhaitent du fond de leur cœur, c'est un dialogue intermalien, qu'on ne ferme pas la porte au dialogue. Donc pour nous, ça veut tout dire. Maintenant, pour nous, notre position est non seulement renforcée, légitime, mais c'est du côté d'Ibrahim Boubacar Keïta de comprendre que les carottes sont cuites. La meilleure des choses à faire après tout ce constat, c'est vraiment de rendre le tablier et de demander au peuple malien comment on peut organiser son départ tranquillement. Vraiment pour nous, à ce niveau, la médiation a été un réceptacle et la médiation a été à la hauteur de nos attentes. Parce que quelque part, c'est ce que Imam Dicko les a dit, qu'on n'acceptera jamais une solution imposée. Que le Mali n'est pas un peuple soumis, le Mali est un peuple debout. Et je pense qu'ils l'ont bien compris. Et que nous allons nous battre les armes en main pour défendre ce pays-là. Et justement, pour la CEDEAO, une ligne rouge, on ne touche pas à un président en exercice. Et pour le M5 RFP, on ne tire pas sur son peuple. Mais comprenez que c'est dans leur rôle qu'ils le disent, c'est dans leur texte qu'ils le disent. Mais la réalité commandera sur le terrain. Parce que si tout le monde est unanime de la source du problème, je pense que la solution doit être plus ou moins facile. Voilà, Monsieur Diallo, vous êtes le président d'Arc-en-Ciel, membre de la Convention des forces républicaines. Cette médiation, est-ce un échec ou pour l'instant vous restez optimiste quant à la suite des événements? Loin s'en faut, cette médiation est loin d'être un échec. Et mieux, il faut dire encore que moi, dans mes analyses, comme je l'ai si bien dit, c'est encore, ça vient à point nommé d'estimer ou de montrer avec la plus grande des justesses toute la valeur que la CEDEAO accorde au Mali et aux Maliens. Et le Mali est un grand pays. Et le chef de l'État, son Excellence Eladji Ibrahim Boubacar Keïta, nous pensons quand même que dans la résolution de cette crise, il a laissé toutes les portes ouvertes. Il est resté ce grand démocrate, engagé, homme de foi, que s'il s'agit du Mali, du peuple malien, et qu'il est ouvert à toutes les discussions possibles. Et quand il disait qu'il tendait encore la main, et je crois qu'il faut comprendre véritablement cette main. La main est bien tendue à partir d'une foi. Et le président est de bonne foi. À ce que lui et ses frères s'asseyent pour discuter du Mali et trouver des solutions à la malienne. Donc si les chefs d'État de la CEDEAO se déplacent après différentes missions pour encore venir appuyer ce qui a été dit, moi je crois que l'esprit doit s'élever pour comprendre combien ils tiennent au Mali. Et le président de la République aussi, comme je l'ai dit, depuis qu'il a été président de la République, depuis 2013 jusqu'à nos jours, on ne peut pas dire qu'il a refusé le dialogue, ou bien qu'il a refusé de prendre la main de quelqu'un. Donc je pense aujourd'hui que la balle, quelque part, est dans le camp du M5 RFP. Parce que je l'ai toujours dit qu'il faut éviter de tomber dans des questions de légitimation ou encore dans des questions de paternité de la chose. Mais si nous sommes tous maliens, nous pensons quand même que la solution, elle doit être malienne d'abord. Moi, je serais très gêné que la CEDEAO vienne et que le M5 accepte des propositions, tandis que IBK, qui déjà à partir
des dits de Mohamed Diko, comme lui-même aussi s'est dit, qui est le très éclairé imam. Il s'appelle frère et frère. Moi, je crois que si de l'autre côté, le président de la République, qui a été élu par le peuple en 2018, et que dans la gouvernance, il y a eu des difficultés, et que le pays a été frappé par une crise, ce qu'on appelle une crise mondiale, qui est la guerre, la lutte contre le terrorisme, il va sans dire que aussi son frère fait les constats et qu'il est d'accord aujourd'hui qu'ils peuvent vraiment évoluer ensemble tout en respectant les textes, tout en respectant les institutions, tout en respectant la Constitution. Moi, je crois qu'un intermédiaire ou bien quelqu'un vient ailleurs pour dire que vraiment, si ça, prenez ça, je crois qu'à la malienne, ça ne va pas nous désenchanter, mais je crois que ça doit vite se faire avant tout ça. Vous pensez que le problème est malien, donc la solution doit être malienne? La solution doit être malienne et le président de la République a donné le feu vert. Il a été ouvert à ce que ça soit fait. Je ne vais pas revenir en arrière. Moi, je crois quand même que le dialogue qui est engagé, où, n'est-ce pas, tous les responsables ou tous les acteurs peuvent se retrouver à tous les moments donnés pour discuter du Mali et trouver la solution. Moi, je crois qu'il faut mettre le peuple au-dessus de tout. Et tout en mettant le peuple au-dessus de tout, il ne s'agit pas seulement de faire une revendication politicienne, mais il s'agit de faire non seulement une revendication, une revendication, n'est-ce pas, nationale, et à partir du moment aujourd'hui que tous ceux qui assortiront des négociations ou du dialogue doivent avoir comme retombée le Mali. Ok, Monsieur Tambaguile, vous êtes consultant. Cette troisième médiation de la CEDEAO, 5 chefs d'État étaient au rendez-vous à Bamako, une première dans une médiation dans la sous-région. Le point de vue du consultant. Vous savez, le Mali est une nation qui peut aujourd'hui faire face à des défis majeurs. Mais le véritable problème, c'est le président de la République. Il a dit une chose qui n'a pas été bien forgée par un contenu consistant. Lorsque le président demande aujourd'hui qu'il a la main tendue, au même moment, on assiste à des répressions. On assiste à des arrestations extrajudiciaires. Moi, je pense que dans un contexte, quand on tient un discours devant la nation, il faut garder la cohérence, tout en respectant aussi les actions qui vont suivre ces discours-là. Ça, c'est une première insuffisance que j'ai signalée. La deuxième, c'est quoi? Quand on fait l'historique maintenant de cette crise, le président disposait d'un jeu politique. Il avait les mécanismes souverains pour faire en sorte que la crise soit vraiment gérée en amont, parce que c'était un problème d'ordre endogène. On pouvait apporter des réponses endogènes, comme il a dit. La CEDEAO n'a pas besoin même de venir. Le président avait toute la possibilité, il y a un mois de cela, de pouvoir faire face à ces problèmes-là. Mais il a pris à la légère ce mouvement. Mais aujourd'hui, la situation est très compliquée, elle est profonde. Lui-même, il est dépassé et il a renforcé l'imam en personne. Lorsqu'on voit tous les jours aujourd'hui, les ambassadeurs aujourd'hui, les chefs d'État qui parlent aujourd'hui, qui téléphonent l'imam, cela suppose que le président est dans une position de faiblesse. Il a renforcé l'imam et actuellement, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas un problème qu'on prend à la légère. Il faut voir la profondeur du problème aujourd'hui. Il avait pris une décision par rapport à la Cour constitutionnelle ou vous pensez que c'est une décision tardive? Là même, il y a un problème sérieux et nous sommes dans une crise institutionnelle. Dans la mesure où le président va abroger aujourd'hui le décret de nomination des membres du Conseil, ça veut dire que lui-même aujourd'hui, il ne peut pas prendre des décisions institutionnelles à ce niveau-là. Ça veut dire que réellement, c'est un problème majeur. Au moment où je vous parle, nous sommes dans une crise institutionnelle. Ça veut dire que le président est affaibli à tous les niveaux. Ce que moi je propose aujourd'hui, il a besoin de faire des mesures fortes pour pouvoir aujourd'hui, au moins au niveau de l'Assemblée et au niveau du choix de son Premier ministre maintenant. Parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'il ne veut pas aujourd'hui toucher à son Premier ministre. Et il faut obligatoirement qu'il pose des actions concrètes pour au moins apaiser la tension sociale. Ça, c'est mon point de vue. Ok, d'accord. Nous allons parler de désobéissance civile. Monsieur Maïga, le M5 a décidé d'observer une trêve, donc plus de désobéissance civile, en tout cas jusqu'à la fin du mois de juillet, pour notamment permettre aux Maliens de préparer la Tabaski. Peut-on espérer avec ce geste, en tout cas une trêve, pour permettre aux populations de préparer l'Aïd, de vaquer paisiblement leurs occupations? Peut-on espérer un peu avec ce geste? Oui, Monsieur Djibrila, je vais juste donner un petit éclaircissement à ce qui vient d'être dit, okay, en nous faisant savoir que Ibeka est un démocrate et qu'on peut trouver une solution ici à la malienne ou une solution endogène. Mais je vous pose la question sincèrement.
Aujourd'hui, le président de la République qui viole des lois jusqu'à violer une loi qui concerne la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle porte plainte devant la Cour suprême. Et si la Cour suprême reçoit favorablement la plainte de la Cour constitutionnelle et démet le président de ses fonctions, qu'est-ce qui va se passer? Le Mali va s'arrêter? Qu'est-ce qui va se passer? Pourtant, c'est la vérité. Le président, constitutionnellement, n'a aucun pouvoir d'abroger un décret concernant la Cour constitutionnelle. Et c'est ce qu'il vient de faire. Malheureusement, la Cour suprême qui vient d'être saisie peut statuer sur cette question et ça peut nous amener très loin. Nous avions regardé en fait tous ces paramètres il y a longtemps. Si vous voyez que le M5 RFP n'a pas jugé nécessaire d'approfondir les débats sur les aspects de l'égalité, c'est-à-dire tout ce qui est constitutionnel et institutionnel pour la crise malienne, c'est parce que ça va être un cycle infernal où on ne s'en sortira pas. C'est pourquoi le problème du Mali, c'est le président de la République et c'est le président de la République qui doit comprendre que pour le bonheur du Mali, pour le bonheur des Maliens, il peut se retirer tout en acceptant en tout cas une forme bien claire qui ne le met pas lui en danger. Pour revenir à votre question, la trêve, c'est l'occasion de remercier surtout la jeunesse du M5 RFP, parce que les hommes de terrain, c'est vraiment la jeunesse du M5 RFP qui se battent, qui font de la sensibilisation, qui ont même sympathisé avec les forces de l'ordre, pour vous dire combien de fois la notion de non-violence a été inculquée dans leur comportement. Nous avions demandé la trêve pour la fête de Tabaski, effectivement. Mais sachez tout simplement qu'au sein même du M5 RFP, il y a eu une petite frustration parce que l'information devait attendre que nous nous réunissions avec les jeunes le lendemain, mais à la veille, l'information est sortie d'une manière ou d'une autre. Les jeunes étaient un peu frustrés, mais ça ne les a pas empêchés le lendemain. Quand on les a rencontrés, ils ont voulu faire une trêve partielle, mais nous avons quand même demandé que la trêve soit respectée. Et à ce jour, j'avoue que la trêve est sérieusement respectée, mais des campagnes de sensibilisation par rapport aux 10 recommandations de nos actions de désobéissance civile sont sur le terrain. Voilà, Monsieur Diallo, la trêve, c'est vrai, le M5 RFP a demandé une trêve pour permettre aux populations de vaquer tranquillement leurs occupations, mais pour vous, c'est quand même un geste à saluer. Oui, c'est un geste à saluer, sauf que ils ont parlé des désobéissances civiles. Okay. C'est vrai que on aura vu ça aussi. Il y a certains de nos camarades qui véritablement ont respecté. Mais il faut aussi qu'on dise la vérité parce que, comme tous les Maliens aussi le savent, tous les téléspectateurs aussi le savent, véritablement certains ne l'ont pas respecté. Et c'est une décision qui, c'est vrai, c'est une décision très forte. De dire maintenant et demander aux jeunes de sortir et de procéder à la désobéissance civile. Mais il y a aussi, sans oublier qu'il y a certains jeunes qui ne commandent pas, que le M5 RFP ne commande pas, ne maîtrise pas, qui sortent aussi, qui posent tout acte aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'égard des Maliens. Il y a certains qui se sont permis de s'adonner à toute forme ou à toute pratique pendant ces désobéissances civiles. Moi, je crois qu'il faudra que les responsables du M5 RFP essaient de voir ce côté parce qu'il y a eu beaucoup de dommages aussi à ce niveau. Maintenant, mais ce que je vais dire aussi par rapport pour y réagir un peu par rapport à mon frère et grand frère, le président de la République, démocrate, c'est très clair. C'est parce que nous parlons encore, nous sommes dans un dialogue et dans le dialogue, il faudra que tous les acteurs se mettent au même niveau. Le problème est connu. Les solutions, nous devrions les chercher ensemble. Il ne faudrait pas qu'on se permette chaque fois, quand on a l'occasion, c'est le président, c'est le président. Et le Mali vient de loin. Et tous ceux qui aujourd'hui sont comme des vrais acteurs au niveau du M5 RFP, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on change peut-être de position politique ou bien des familles politiques qu'on devient un saint politique.
Il faut extrêmement faire attention à ça. Nous avons tout le respect pour l'imam Dicko, qui est ce qu'on appelle le garant, n'est-ce pas, moral de la dynamique du M5 RFP. Mais nous pensons aujourd'hui que si chacun de nous, tous les bords, nous avions peur que le Mali n'arrive pas à un bord que nous ne désirons, il va falloir prendre des décisions très fortes aussi. Nous sommes de l'idée qu'il faut respecter la Constitution. Là, vous parlez du président. Oui, nous sommes de l'idée qu'il faut respecter la Constitution. Nous sommes de l'idée qu'il faut respecter les institutions de la République. Nous sommes de l'idée qu'il faut continuer à dialoguer, mais dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, on ne peut pas demander à un chef de l'État dûment élu par son peuple et que suite à des manifestations ou suite à une tension sociale, qu'on lui demande de rendre le tablier comme il attend de le dire. Il y a des Maliens, il y a des millions de Maliens qui tiennent à ce que le président de la République continue son mandat jusqu'en 2023. Et mieux que ça, il y a ces mêmes Maliens aussi compatissent véritablement aussi à la situation que nous vivons et pensent que les Maliens aussi, entre eux, saurions trouver une solution idoine de sortie de crise. Donc, c'est faisant. Moi, je crois qu'il faut éviter de tout remettre à l'épaule du président de la République. Quand on parle de gouvernance, nous avions dit, dans toutes nos interventions, quand on dit qu'il y a mauvaise gouvernance par-ci, par-là, nous sommes bien d'accord. C'est à tous les niveaux. Et ceux qui le disent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne sont plus dans le gouvernement ou bien qu'ils ne sont plus sous le décret du président de la République qu'ils peuvent dire que, bon, maintenant, à ce niveau, c'est pas bon. L'imam est dans son devoir d'imam de dire qu'à tel niveau et à tel niveau, c'est pas bon. Mais il faut reconnaître aussi qu'il ne serait pas dans son devoir, lorsqu'il serait Mohamed Dicko, homme politique, de dire qu'à tel niveau aussi qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, je crois que le bilan là... Vous pensez que l'imam est plus une bouche autorisée que les autres pour ça, le dire? Ça, c'est clair. Tous les Maliens le savent. Ce n'est pas la peine même de répéter cela. Moi, je crois que tous les Maliens le savent. Mais nous interpellons encore l'imam dans toute cette situation parce qu'il va arriver à un niveau... Quand on dit que les diplomates, les institutions par-ci, par-là, courent derrière l'imam, c'est parce que ce qui a été dit, ils croient en ça. Maintenant, ce n'est pas de façon négative qu'on dira non, comme il est un chef religieux, précipitons pour que vraiment qu'on le ramène à tel niveau. Non, ce n'est pas ça. Il a une vision très lointaine. Et dans cette vision lointaine, moi je pense que ceux qui sont derrière aujourd'hui, qui se donnent vraiment une certaine sainteté, pour ne pas dire une bonne santé politique, derrière l'imam, qui le pousse à l'erreur. Et l'erreur, c'est quoi? Il faut penser aux Maliens. Okay. Nous sommes aujourd'hui dans une situation sans précédent et nous pensons que s'il faut prendre des décisions sans précédent, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, il est en avance par rapport au M5 RFP. Parce que ce qu'il a déjà fait par rapport au Mali, ce qu'il a déjà fait par rapport à cette situation et ce qu'il est en train de faire tout en acceptant tout qu'un chef d'État n'aurait pas accepté, tout que si les premiers responsables, le premier rang du M5 RFP, s'ils étaient présents de la République, ils n'allaient pas accepter, même si nous sommes dans la démocratie. Donc moi, je crois quand même qu'à ce niveau, les Maliens aussi nous voient. Le Mali n'est pas seulement ce qu'on appelle Bamako. Les Maliens nous voient et les Maliens, je crois qu'ils attendent de l'imam Dicko, ils attendent du M5 RFP, vraiment que ce dialogue soit fait. Et que le dialogue soit dûment fait, avec sincérité et vérité. Que le dialogue soit fait, que le dialogue soit fait dans les règles de l'art. D'accord, allez-y. Voilà, donc, juste pour répondre à 2 points qu'il a dit. D'accord. Lorsqu'il dit que le président de la République aujourd'hui est dans une logique d'ouverture, moi je pense que si aujourd'hui on était dans cette logique d'ouverture, on n'allait pas assister à l'arrivée des chefs d'État. Je pense qu'il dispose du jeu politique, il y a les lois organiques qui pouvaient aussi décanter la situation pour éviter que le Mali soit exposé au niveau régional, au niveau international. Et il a une mauvaise lecture de la situation. La crise, elle est sociale. C'est-à-dire, quand tu regardes ce qui se passe, c'est une crise sociale, au fait. Ce n'est pas la personne de Mahmoud ni Kaoudim, c'est le peuple malien qui est sorti de la rue, qui a exprimé son désarroi, en fait. Donc, la crise, elle est sociale. Tant qu'on n'arrive pas à avoir cette lecture, on ne peut pas résoudre le problème. Et de façon simpliste, le président pouvait aujourd'hui créer les conditions de négociation, mais il a fui le peuple, il a fui les dialogues. À chaque fois, quand il dit « je tends la main », moi, je ne vois pas une sincérité dans ça, parce que ça ne s'est pas suivi par des actions concrètes. La dernière rencontre avec M5, on a vu, ils sont sortis, frustrés. Donc, c'est pour vous dire que la situation qui prévaut, il avait la possibilité d'éviter toute cette mascarade, au fait. Donc, il a traîné, il a pris à la légère la situation. Et actuellement, on atteint un niveau, maintenant, lui-même, il est dépassé.
Il a renforcé la M5, mais lui-même, il s'est affaibli. C'est ça le problème majeur, au fait. Est-ce que vous êtes senti au niveau du M5 RFP renforcé, parce que vous partagez le même point de vue oui, M. Tambaguilé, le consultant? Oui, à ce niveau, vraiment, je suis en parfaite harmonie avec ce qu'il vient de dire. Mais mon frère dit que IBK a été élu et qu'on ne peut pas demander la démission. Je pense qu'on a vu au Burkina Faso, on a vu en Algérie tout près, on a vu dans d'autres pays, c'est des présidents qui étaient élus. Mais ce qui est important, humainement parlant, dans notre culture sociale, culture malienne, lorsque tes parents te rejettent, ça veut dire que tu n'es pas bon. Lorsque tes amis te rejettent, ça veut dire que tu n'es pas bon. Ce même Mahmoud Dicko, pour lequel vous êtes en train de faire un procès d'intention, parce que j'ai bien noté que vous parlez de sa vision lointaine, c'est un procès d'intention. Alors revenons à la réalité. C'est ce même Mahmoud Dicko qui l'a répété aujourd'hui devant les chefs d'État. Que lui, Mahmoud Dicko, il a transformé les mosquées en QG en 2002. Ça n'a pas marché, mais ils ont refait la même chose en 2013. Parce qu'ils croyaient en l'homme, ils croyaient en IBK. Il l'a répété aujourd'hui devant les chefs d'État. Mais il dit malheureusement, ça a été la déception totale. Donc, le président lui-même doit se dire là où, même ceux qui m'ont amené au pouvoir m'ont abandonné, tu cherches quoi d'autre? Je ne vois pas ce qu'on peut me dire élu. Et le peuple qu'il a élu là, c'est ce même peuple qui ne veut plus de lui aujourd'hui. C'est le même peuple. Dicko est celui qui l'a aidé, je peux dire, dans sa capacité, dans la capacité à être au pouvoir. Si tu enlevais la participation de Dicko et de ses amis, ça allait être ramené à un pourcentage très très réduit, pour ne pas dire infime. Par rapport maintenant à IBK qui a fait du bien au Mali. Mais je ne sais pas si on est dans le même Mali. Vraiment, je me pose la question, est-ce que nous sommes dans le même Mali? De 2013 à aujourd'hui, au Mali, il y a plus de 5000 morts. De l'arrivée de IBK à aujourd'hui, plus de 5000 morts. Plus de 900 écoles sont fermées. On parle de 1230 milliards de l'armée. Oublions ça, mais après avoir dilapidé ces 1230 milliards de l'armée, ils ont payé des blindés en carton. Des blindés pour aller faire la guerre, mais c'est des cartons, c'est du chiffon. Vous voulez parler de quoi? De bien de IBK? Et vous dites qu'il y a des gens qui ne veulent pas que IBK parte? C'est tout à fait normal. Même si on devient un monstre, tu auras toujours des gens pour t'aimer. Mais la vérité est la vérité. Autant vous pensez que dans le M5, il y a des anciens ministres ou des gens qui ont travaillé avec IBK, qui sont comptables du bilan de IBK, au même moment, vous devrez également savoir que de l'autre côté, c'est la même chose. Les gens se sentent comptables de ce que IBK a fait. Si IBK tombe aujourd'hui dans son entourage, 80% au minimum de ceux qui l'entourent vont en prison. Pour finir, au niveau du M5, je vous rassure que ce n'est pas ce que vous voyez devant qui constitue l'ossature du M5. Dans le M5, il y a des milliers de jeunes qui n'ont jamais travaillé un jour à la fonction publique du Mali. Il y a des jeunes qui n'aiment même pas faire la politique. Personnellement, je vous dis, tous ceux qui sont mes vrais amis n'aiment pas faire la politique, ils ne sont jamais rentrés dans des partis politiques. Mais aujourd'hui, ils soutiennent le M5. Ils nous donnent des arguments et des idées. Ok, monsieur Mega, monsieur Diallo, voulez-vous réagir par rapport à... Oui, je voudrais bien réagir. Voilà, allez-y. Qu'on dise que le président de la République, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a été élu en 2018, c'est le peuple qui l'a élu et c'est le même peuple qui le soutient. Imam Dicko n'a pas élu le président de la République en 2018. Les Maliens le savent. Le M5 RFP le sait. En 2018, s'il y a eu déclaration en 2013, ici il y a eu soutien en 2002, bien avant 2013. Et 2013, si Imam a transformé les mosquées en quiziers de campagne, ce n'était pas le cas en 2018.
Et s'il faut appeler ce qu'on appelle les choses par leur vrai nom, imam 2018, imam 2013 et imam 2018, ce n'est pas le même imam. Aujourd'hui, il est à la tête d'un mouvement politique. Il faut que nous sachions aussi faire le calcul. Quand il dit que le même peuple demande à ce qu'il parte, ce n'est pas le même peuple qui demande à ce qu'il parte. Ce n'est pas le même peuple qui demande à ce qu'il parte. Moi, je ne vais pas tomber dans des gros calculs ici, mais si quelqu'un doit s'investir en tant qu'intelligent pour faire sortir 1 million sous la place d'indépendance, avec le temps, tout est possible, on le fait. Mais ce que je voudrais dire, il y a des fondamentaux que nous partageons. Les fondamentaux. Personne ne pourra dire si tu es malien et si tu aimes le Mali. Quels sont ces fondamentaux? Quand je dis les fondamentaux, la crise n'est pas terminée. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a été élu président de la République dans la crise. Et nous sommes toujours dans la crise. Qu'est-ce que le M5 RFP a fait dans cette crise? Si ce n'est pas d'amener en ce moment une autre crise. Si on dit par exemple non, que quand il parle de la loi de programmation militaire, que 1200 et quelques milliards sont partis comme ça, moi je crois qu'il doit recourir aussi n'est-ce pas, à des statistiques par rapport à l'armée malienne aujourd'hui. Il y a eu des morts, c'est vrai. Et peut-être que en analysant, il faut savoir aussi analyser pendant une période de crise. Donc il n'y a pas eu des milliards détournés. Bon, les détournements, moi je crois que c'est la justice qui doit faire ce travail. Ce travail, d'accord. Et il est très facile pour moi en tant que vraiment... D'accord, allez-y. Donc je ne vais pas tomber dans ça. Moi je crois que la justice va faire son travail. La justice est en train de faire son travail. Qui a mal géré, qui n'a pas mal géré. Et par rapport aux différents bilans aussi, qui a mal géré, qui n'a pas mal géré. Donc moi je crois qu'aujourd'hui l'armée malienne, comme il a touché à ça, est une fierté qu'il faut dire haut et fort. À partir du moment que cette armée malienne, malgré les vicissitudes de la crise, dans la plus grande vraiment des vaillances et des battances possibles, vraiment l'armée malienne est en train de nous honorer. Et au niveau aussi de la loi, au niveau de la même armée, il faut reconnaître que notre père Batili nous disait vraiment, nous donnait des statistiques par rapport à ça. Avant Ibeka, comment était l'armée malienne? Et quand Ibeka est venu, comment était l'armée malienne? Il est aujourd'hui du côté des M5 RFP. Vous ne pouvez pas parler de ça. Donc moi aussi, ce que je voudrais ajouter, il faudra qu'on arrête aujourd'hui d'analyser désormais la crise par rapport aux objectifs lointains. Aujourd'hui, la crise est là, la solution, elle doit être tangible. Elle ne serait pas latente. C'est vrai que nous sommes dans un processus de dialogue ou dans un dialogue qui, parlant de la paix, va prendre un processus et dans ce processus, il va sans dire que ça va s'étaler sur une durée. Et dans l'implication, cependant, il ne faudra pas que nous continuions à dire Ibeka, Ibeka. Beaucoup se disent de Ibeka, tandis qu'en toute réalité, sans Ibeka, ils ne seraient pas là où ils sont. Demander qu'un chef d'État aille, il a dit, ce n'est pas la première fois. Dans la sous-région, on a eu ça. Mais nous, les Maliens, nous, le peuple aussi, le peuple du Mali, demandons qu'Ibeka reste et qu'il continue jusqu'en 2023. Il faut chercher la solution. Si la solution se trouve dans les régions, si la solution se trouve à Bamako, si la solution peut venir aussi ailleurs, comme synthèse à la chose, il faut prendre cette solution. Ouais, c'est une transition toute trouvée. Monsieur Tambaguilé, en tant que consultant, je vais juste faire un petit... parler un peu de cette mission de la CEDEAO, la mission conduite par l'ancien président Goodluck Jonathan, l'ancien président nigérien, qui a fait des recommandations. Il s'agit du remembrement de la Cour constitutionnelle avec la réintégration à l'Assemblée nationale des députés recalés, la formation d'un gouvernement d'union nationale, 50% pour le pouvoir, 30% pour le M5, 20% pour la société civile. Pour beaucoup, cette mission est un échec, car le problème n'est pas électoral, mais beaucoup plus profond. Oui, mais quand tu regardes un peu les recommandations issues de cette rencontre, c'est la copie directe de ce que le président voulait. Ça, il faut à un moment donné qu'on puisse comprendre les choses en profondeur, au fait. Vous savez, avant d'arriver à tout ça, moi je pense qu'il faut une analyse objective sur la situation qui prévaut. Quand la dernière délégation est arrivée, ils ont échangé avec toutes les parties prenantes, le M5, la société civile, le président. Mais on s'est rendu compte qu'au bout de la chaîne,
les attentes n'ont pas été comblées. Parce que quelque part, il y a une incompréhension. C'est vrai, le départ du président aujourd'hui, pour moi, j'exclus complètement, je ne suis même pas d'accord avec ça. Mais on peut agir sur 2 leviers majeurs. Le président pouvait agir sur l'Assemblée et agir sur son Premier ministre, qu'il tient au fait. Ce sont les 2 leviers sur lesquels il peut. Mais le président est resté constant dans sa position, et chose qui complique au fait. Moi, je pense qu'au moment où je vous parle maintenant, on peut garantir une certaine convergence pour que le président puisse aussi prendre en compte aussi certaines doléances, mais il a tout rejeté. On ne peut pas tout rejeter. C'est-à-dire, lorsque vous recevez des doléances, il faut à un moment donné prendre l'idée et faire en sorte que certains points soient étalés pour que nous puissions échanger là-dessus. Le départ du président, moi, je ne suis pas d'accord. Il peut continuer, mais par rapport aux questions relatives à l'Assemblée, c'est un véritable problème. Par rapport aux questions relatives au maintien du Premier ministre, c'est un problème essentiel. C'est là où le problème se situe. Donc moi, je pense qu'au moment où je vous parle, la meilleure proposition que je peux faire, c'est 2 mesures fortes. Agir sur l'Assemblée, trouver une mesure appropriée pour que le Premier ministre consensuel soit issu de différentes forces, pour que nous puissions au moins aller vers une normalité de la situation qui prévaut. Ça, c'est mon point de vue. Monsieur Diallo, oui. Pour vous, ces recommandations de la 2e mission de la CEDEAO, conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, voilà, le M5 devait saisir cette opportunité-là. Pour vous, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que ces recommandations suffisent pour aller vers une sortie de crise? À mon avis, c'était un salut pour le M5 RFP. Expliquez. Prendre toutes les propositions dans la composante, dans sa composante, moi je crois que c'était un salut, quelque chose qu'on devrait même fêter. D'accord. Fêter parce qu'en réalité, comme on le dit dans l'adage, il est très facile d'être président peut-être quand on est dans nos rêves, mais il n'est pas facile d'être président dans la réalité. Les propositions de sortie de crise, les 30%, moi je crois que même si les choses sont à refaire peut-être demain, ils n'auront pas les 30%. Que ce soit en voie d'élection, que ce soit sur d'autres voies, parce que comme ils prétendent le dire, nous aussi nous prétendons dire qu'il y a un peuple, qu'il y a une majorité silencieuse, qu'il y a aussi de façon anthropologique et de façon sociologique beaucoup de ces Maliens qui n'aiment pas parler et qui n'agissent pas vite. Maintenant, en ne jouant pas à la politique, au calcul politicien, je pense aussi que la proposition de sortie par rapport à la Cour constitutionnelle et par rapport à l'Assemblée nationale, moi je crois que tout est clair. Les revendications, aujourd'hui quand on réclame au nom du peuple, il faut faire très attention. Quand j'ai vu le mémorandum, je me suis dit que ça c'est quoi ça encore? Et à l'analyse, ça dépasse tout l'attendement. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on réclame au nom du peuple, il faut dûment chercher ce que le peuple veut, mais pas ce que toi tu veux. Si le blocage aujourd'hui par rapport à cette crise-là, si c'est au niveau du Premier ministre, ça veut dire que la lutte du M5 RFP n'est pas au nom du peuple. Parce que pourquoi? Parce que pourquoi? Le président de la République, si vous acceptez quand on dit le président de la République, parce qu'il y a une constitution. Quand on dit le Mali, c'est parce qu'il y a une nation. Il y a une république, il y a des constitutions, il y a des institutions. Tout est clair que le président de la République choisit son Premier ministre. Où est le problème lorsque le Premier ministre, il est mis, n'est-ce pas, comment dirais-je, il est déjà averti et il est déjà entouré par des patriotes qui sont décidés aujourd'hui à travailler. Aujourd'hui, nous préparons un nouveau départ. Et qui de ces nouveaux départs, ceux qui vont venir au nom de l'opposition, ceux qui vont intégrer le gouvernement au nom de la majorité, au nom de la société civile, au nom de M5 RFP, le peuple va les voir en train de travailler. Et nous allons les suivre. Moi, je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de blocage. Et au niveau de l'Assemblée nationale, on ne peut pas non plus parler, comme l'accord a dit, plutôt le dialogue, la proposition de sortie de crise demande à ce que la situation soit revue. Sinon, là où le M5 RFP aussi fait débat, par rapport à l'élection du président de l'Assemblée nationale, moi je crois qu'il n'y a pas de débat là-bas. Oui, M. Diallo, mais le M5 RFP a parlé de préalable. Il y a eu des morts quand même. Par rapport à l'événement du 10 et 11. Bon, moi je crois qu'à ce niveau, j'invite d'ailleurs mes frères du M5 RFP
qu'on laisse la justice faire son travail. Il y a ce qu'on appelle, il y a eu déjà des plaintes à tous les niveaux. Moi, je crois que la justice va faire son travail. Qui a tiré, qui n'a pas tiré, pourquoi... D'accord, monsieur Diallo, nous allons... Mais je voudrais profiter aussi à ce niveau qu'on dise tout. Parce que ceux qui ont tiré sur les forces de l'ordre aussi, on n'a pas parlé. Oui, non, on n'en a jamais parlé. Il n'y a pas de rétorsion. Voilà, donc moi je voudrais que sur ces cas de figure, laissons la justice faire son travail. Nous avons tous la liberté d'aller porter plainte, comme les organisations vont porter plainte, comme les institutions peuvent porter plainte. Moi, je crois que la justice va faire son travail. Va faire son travail. Voilà. Monsieur Maïga, les recommandations issues de la CEDEAO 2, pour Monsieur Diallo, ces recommandations sont salutaires. Et que, voilà, il fallait même fêter. Est-ce que l'heure est à la fête? Est-ce que le M5 RFP ne s'est pas inscrit dans cette sagesse qui dit qu'en politique, à défaut d'être intelligent, il faut être prudent? Monsieur Djibrila Maïga, retenez que ces propositions sont même anticonstitutionnelles. Pour ceux qui parlent de respecter la Constitution et qui nous étalent des propositions anticonstitutionnelles. Où est la logique? La CEDEAO a été rattrapée par la Haute Cour de justice, par le Haut Conseil, le Conseil supérieur de la magistrature, pour dire qu'il y a des choses qui sont anticonstitutionnelles dans ce qu'ils proposent. Ça veut dire que même ces solutions ne sont pas des véritables solutions. Donc, laissons tomber cela. Nous ne sommes pas là pour rentrer dans un gouvernement et être des figurants. Nous ne sommes pas là pour faire un faire-valoir de qui que ce soit. Le mémorandum était une chance pour Ibeka, le président, qu'il sache que, à ce niveau, si je laisse la gestion du pays et rester président de la République, peut-être que j'ai une équipe qui pourra amener le Mali à bon port pour le temps qui me reste. Mais tellement que la mauvaise foi et la mauvaise volonté de ceux qui l'entourent fait pression sur sa personne, qu'il n'a pas pu saisir l'opportunité. Nous, on n'a rien à voir avec ces 30% ou quoi que ce soit. Rentrer dans le gouvernement, ça peut intéresser d'autres personnes, comme les gens de la majorité, que lui-même n'a jamais considéré. Mais nous, au niveau du M5 RFP, nous pensons sincèrement que le mémorandum, dans les points qui ont été cités, c'était pour éviter de dire gouvernement, par exemple, d'union nationale, où tu mets tout le monde et rien ne se passe. Nous, on a voulu faire un gouvernement de mission. Et je l'ai dit sur ce plateau, un gouvernement qui n'allait pas dépasser 25 membres maximum. Sinon, on était entre 15 et 20. Mais les dernières informations font que ce serait maximum un gouvernement de 25 personnes, un gouvernement de mission composé de technocrates pour sortir le Mali de cette situation. Je vais juste dire, pour terminer sur ce point-là, que je n'ai pas parlé d'élection en 2018, je n'ai pas parlé de l'implication de Mahmoud Dicko en 2018, parce qu'en 2018, il n'y a pas eu d'élection, il y a eu de la mascarade, il y a eu du vol, du tripatouillage, de tout sauf ce qui est républicain dans ce pays-là, de tout sauf ce qui est légal. Donc, je ne peux pas parler de ces élections où il a été mal élu. Ils ont triché par la complicité de certaines personnes qui étaient premiers ministres, qui ne sont pas aujourd'hui dans son gouvernement, qui ne sont même pas à côté de lui. Et je voudrais également vous rappeler, le peuple dont vous parlez, vous dites qu'ils ont fait sortir 1 million, on peut également faire sortir 1 million. Tant mieux. Faites sortir autant de millions que vous voulez. Mais nous avions vu des cultivateurs qu'on a amenés au stade du 26 mars parce qu'on les a promis qu'il y aura une réunion sur l'agriculture auquel on a promis de l'argent, ça n'a pas été donné. Ça, c'est une façon aussi de faire sortir les gens. Contrairement au M5, on n'a pas donné un seul franc à qui que ce soit pour se retrouver à la place de l'indépendance. Tous ceux qui viennent, c'est des gens qui sont convaincus que c'est la cause qui est noble. Donc j'en passe. Je vous en prie, ce n'est pas une fête pour nous, c'est une insulte à l'intelligence des Maliens de penser que des propositions aussi farfelues de cette nature pouvaient être imposées. Goodluck Jonathan, il en a pris pour sa mesure.
Il a compris. Parce que si cette mission avait réussi, les 5 chefs d'État n'allaient pas se déployer au Mali. C'est ce qui prouve que ce n'était pas sérieux. Et justement, en parlant de cette mission des 5 chefs d'État, M. Tambagile, un sommet extraordinaire sur le Mali est prévu la semaine prochaine. Ça veut dire que cette mission a échoué. Bon, pas forcément. C'est un préalable. C'est un préalable. Okay. Le sommet qui aura lieu dans la semaine à venir sera déterminant dans la mesure où aujourd'hui, les informations qui ont été collectées, les négociations préalables qui ont été faites aujourd'hui vont permettre de consolider les acquis et de pouvoir se projeter. Mais je suis certain quand même qu'à la fin de ce sommet, nous pouvons aussi avoir une certaine visibilité pour une sortie de crise. Parce qu'actuellement, la situation qui prévaut nécessite au fait l'implication de tous les acteurs. On a besoin d'aller vers une convergence. On a besoin de sortir de la crise, au fait. La crise a perduré. Plus on dure dans la crise, plus ça affaiblit un pays. Raison pour laquelle ce sommet sera vraiment déterminant pour que nous puissions vraiment jaillir les meilleurs résultats, pour que le M5 aussi puisse aller vers une convergence avec le régime, pour que le Mali soit vraiment un pays uni. C'est ce dont nous avons vraiment besoin, en fait. Nous allons aussi faire un petit, en tout cas, un réflexe. Parlons de l'enlèvement de l'honorable Soumaïla Cissé. Beaucoup se disent outrés du supposé silence, voire de l'inaction du régime et même des institutions sous-régionales et régionales. Voilà, de l'inaction de tout cela. Bon, le cas de Soumaïla, c'est vraiment inquiétant. Il faut vraiment qu'on se dise la vérité. C'est la première fois dans l'histoire du Mali qu'un homme d'État à ce niveau soit vraiment détenu. On ne sait pas, il n'y a pas eu de revendication. Chose qui est très inquiétante d'ailleurs. Et on n'a pas de signe de vie, même si le président, certes, il a dit. Mais il faut vraiment, on croit au président de la République, c'est la première personnalité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le cas de Soumaïla maintenant nécessite l'implication. Je vois qu'il n'y a pas l'engouement. C'est vrai, aujourd'hui, certaines personnes se lèvent, mais le premier responsable, le président de la République, doit aujourd'hui prendre la chose au cœur pour que nous puissions avoir une certaine visibilité. Est-ce qu'il est en vie? Et quelles sont... Il a dit il y a deux semaines de cela qu'il a les informations concernant Soumaïla. Mais aujourd'hui, personne n'a une information fiable aujourd'hui. Ce sont les rumeurs qui persistent. Mais je prie le bon Dieu pour qu'il puisse vraiment venir nous rejoindre dans les meilleurs délais. C'est ça le souhait le plus ardent. On parle même aussi, M. Diallo, de l'inaction de toutes ces forces en présence au Mali. Vous partagez le point de vue? Moi, je ne partage pas. Je pense d'ailleurs que mon frère joue à une accusation qu'il doit véritablement éviter. Parce que je crois que dans l'adresse à la nation, le président de la République, il a rassuré les Maliens que la situation de Soumaïla, plus que jamais, lui tient à cœur. Et plus que jamais encore, dans toutes les grandes interventions, je crois qu'il parle de Soumaïla Cissé, son frère. Et je crois que nous aussi, au niveau de la CFR, et partout, nous faisons ce qu'on appelle une déclaration, n'est-ce pas, républicaine, patriotique, nous parlons de Soumaïla. Et comme dans d'autres aussi actions aussi, nous parlons de Soumaïla. Soumaïla n'a jamais été oublié, nuit et jour. Donc ce qu'il faut comprendre effectivement aussi, la situation dans laquelle Soumaïla se trouve n'est pas une situation autant simple comme on peut prétendre, n'est-ce pas, décrire. Donc un enlèvement reste un enlèvement. Maintenant, dans la posture, il faut remonter les informations, il faut savoir comment négocier, avec qui il faut négocier. Et ceux qui ont enlevé Soumaïla sont dans une position de force. Et effectivement aussi, quand on regarde dans la méthode de récupérer ou de libérer Soumaïla, par exemple, dans la méthode de libération de Soumaïla, ça ne serait pas discuté quand même à la place publique. Qu'on arrête vraiment d'accuser à tort et à travers. Nous voyons toutes les déclarations dans ce sens-là. On ne peut même pas aimer Soumaïla et faire certaines de ces déclarations. La CEDEAO ne doit même Donc pas moi je parler. crois... Non, la CEDEAO, je n'ai pas parlé de la CEDEAO. J'ai dit que les Maliens, il y a certains Maliens qui s'adonnent à des déclarations. Ouais, on aurait entendu que Soumaïla était par-ci, par-là. On aurait entendu qu'il est dans telle situation. Ça, c'est des choses qu'il ne faut même pas... En homme de foi, okay. En homme de foi, on ne fait que prier. Les autorités, Ibeka, il n'avait pas parlé jusqu'à ce que dans les discours, je crois que dans son intervention, il a rassuré les Maliens. S'il est le président de la République et que les appareils d'État sont, n'est-ce pas, s'attellent à ce que Soumaïla soit retrouvé et que la garantie a été donnée par le chef d'État, nous, citoyens, nous ne faisons que prier. D'accord. Voilà. Il n'y a pas eu d'accusation. Je rectifie, il n'y a pas eu d'accusation. Là, on n'a accusé personne. Non, on a dit tout simplement que nous souhaitons que Soumaïla revienne vers nous dans les meilleurs délais. Il n'y a pas eu d'accusation. Voilà. Très rapidement, M. Maïga, parce qu'on est presque au terme de cette émission. Voilà, très rapidement par rapport au cas Soumaïla Cissé, parce qu'aujourd'hui, on a vu des pancartes et tout, à l'arrivée des chefs d'État et tout. Oui, pour demander sa libération. Il est important que je fasse savoir d'abord à nos téléspectateurs que
le M5 RFP a donné l'occasion à Mme Cissé Assa Traoré, l'épouse de Soumaïla Cissé, de s'adresser au président, au chef d'État qui était venu ce soir. Et elle a fait passer le message, le seul message, de retrouver son mari. Et ça, pour nous, c'est la preuve que le M5 se bat pour la libération de Soumaïla Cissé. Mais ce qu'on peut retenir, qu'on le veuille ou pas, accusation ou pas accusation, c'est clair et net. On n'a pas confiance à IBK ni aujourd'hui ni demain. Parce que c'est lui qui a dit aux Maliens, allez-y faire les élections législatives. Toutes les dispositions seront prises pour votre sécurité. Et c'est dans ces conditions que l'honorable Soumaïla Cissé a été enlevé. N'eût été la persistance des uns et des autres dans son premier discours à la nation après l'arrestation de Soumaïla Cissé, il n'a pas fait cas. Et il sort après pour nous dire Soumaïla va très bien, bientôt il sera parmi nous. Eh bien d'accord, bientôt, on est à combien de jours après son bientôt? La dernière sortie, entre le 8 et le 9, il nous dit Inch'Allah, prions pour que Soumaïla vienne, des trucs comme ça. Alors qu'à ce jour, il devrait avoir encore plus de précision par rapport à ses précédentes déclarations. Nous en déduisons tout simplement qu'il n'en fait pas son problème. Nous prions le bon Dieu pour que Soumaïla revienne parmi nous. C'est un Malien aujourd'hui. Les présidents ont dit qu'ils sont en train de travailler dans ce cadre. Et même ce matin, qu'ils en ont parlé à IBK. Et justement, voilà, en parlant des présidents, M. Tamba Guillet, très rapidement, par rapport aux négociations, qu'est-ce qu'il faut pour rapprocher les positions, un appel aux différents acteurs Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'assister, c'est un signal aujourd'hui porteur de message, parce que dans la mesure où aujourd'hui, les chefs d'État de la sous-région ont accepté de nous accompagner pour une sortie des crises, c'est déjà, ça veut dire que le Mali joue un rôle important dans le Sahel. Parce que la question qui est là aujourd'hui, il y a une problématique majeure liée à la dérive sécuritaire qui inquiète aujourd'hui les chefs d'État. Lorsque le Mali est affecté, ça va affecter toute la sous-région. Raison pour laquelle ces chefs d'État ont accepté de venir nous soutenir. Mais nous-mêmes, il faut que nous-mêmes nous puissions nous soutenir entre nous. C'est extrêmement important. Quelles qu'en soient les solutions exogènes, les meilleures solutions doivent être endogènes. Il faut que nous, les Maliens, nous puissions aussi aller vers une convergence, y compris la volonté du président de la République en même temps, parce que c'est la première personnalité qui doit donner un signal fort. À partir de cet ensemble, nous pouvons jaillir les meilleurs résultats pour que le Mali retrouve aujourd'hui son bonheur social et que tout le monde vit en harmonie sociale. C'est mon dernier message. Monsieur Diallo. Le dernier message, c'est d'inviter encore spécialement le M5 RFP et à prendre la main du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, avec beaucoup de foi, parce que nous pensons que si nous mettons tous le Mali au-dessus de tout, comme il a dit le grand frère dans son intervention, ce n'est pas des questions de poste qui vont nous agiter ou nous faire agiter. C'est extrêmement important. Mais quand on met le pays, n'est-ce pas, quand on tombe dans les calculs, difficilement on ne pourra pas sortir dans cette crise-là. Et ce qu'il faut comprendre, nous sommes déjà véritablement dans une crise précédente qui ne dit pas son nom, où notre très cher éclairé imam Diko le disait, que cette crise-ci, il faut la prendre dans sa composante, a commencé depuis plus de 50 ans. Quelque chose qui a commencé depuis plus de 50 ans, s'ajoutant sur ça la guerre, la crise obscurantiste, dont nous pensons qu'aujourd'hui nous ne devrons pas encore en rajouter. Donc pour sortir véritablement, moi je crois que déjà le train est fait. Le train est fait parce que si le président avait refusé le dialogue ou avait imposé sa forme de dialogue, moi je crois que ça allait être difficile. Il a déjà fait des sacrifices énormes que seul un être, un surhumain, n'est-ce pas, saurait faire. Donc moi je crois qu'au vu au-dessus de tout ça, accepter cette main avec la manière. On ne peut pas accepter la main de quelqu'un et l'insulter encore. On ne peut pas accepter la main de quelqu'un et le blâmer encore. Si une fois qu'on accepte, c'est comme un repentir. C'est quand on accepte la main du président de la République, c'est comme on a accepté de faire le repentir. Et le repentir a des conditions. Le dialogue aussi, si on accepte véritablement de participer au dialogue, c'est comme si nous acceptons aussi les principes fondamentaux. Je parle sous le contrôle du consultant. Un dialogue aussi, il faut à des conditions, à des principes. Et ces principes-là, c'est ceux qui feront gagner le Mali. Et moi, je crois que tout le monde,
et majorité ici, et l'opposition, et les apolitiques, et les politiques, tous les Maliens doivent s'inscrire dans ce sens pour que nous puissions vraiment... pour que notre histoire ne nous rattrape pas et pour qu'on ne dise pas qu'à notre temps, c'est nous qui avons fait ça. D'accord, M. Mega, on me fait signe du côté de la réalisation. Voilà. Oui, non, moi je vais juste rappeler, je vous dis, très rapidement, n'est pas avoir les moyens de sa politique, ça se comprend. N'est pas avoir la politique de ses moyens, ça se comprend. Mais n'est pas avoir l'intelligence de sa politique, c'est la catastrophe. On ne peut rien construire avec quelqu'un qui ne tient pas promesse. Nous ne prenons pas une main qui est tendue parce que nous sommes dans un peuple où nous sommes censés être une nation. La main tendue, c'est peut-être pour d'autres personnes, mais nous allons continuer notre mouvement de plus belle pour l'intérêt du Malien parce que le diagnostic chez nous, il est clair, il est limpide. La seule chose que je peux recommander à tous ceux qui aiment la personne de Ibrahim Boubacar Keïta ou à tous ceux qui sont avec lui dans des partis ou dans des convergences, on peut l'appeler comme on veut, je les demande de rallier le M5 pour qu'ensemble nous fassions ce pays-là. Il faut que nous travaillions avec toutes les forces vives de la nation. Ceux qui ont détourné, ceux qui ont fait n'importe quoi, le peuple souverain saura pardonner en temps opportun. Et le dernier mot, c'est à Ibeka de comprendre qu'il ne peut plus gérer le Mali. Il ne peut plus, il n'a pas la force, il n'a pas la lucidité, il n'a pas les hommes qu'il faut de grâce. C'est à lui de décider de laisser tomber et de négocier ses conditions de sortie honorablement de cette crise. Sinon, ça va l'emporter. En tout cas, merci à vous tous. C'est la fin de cette édition spéciale. Nos invités étaient M. Abdelkader Meiga, M5 RFP, Rassemblement des Forces Patriotiques. Merci, M. Meiga, d'avoir répondu à notre invitation. Et le deuxième invité est M. Kassim Tambaguile, consultant MSI. M. Tambaguile, merci. Je vous remercie. Merci de votre disponibilité. Voilà. Et le troisième invité est M. Ismaïla Diallo, président Arc-en-Ciel, membre de la Convention des forces républicaine, c'est ça? En tout cas, Monsieur Diallo, merci. En tout cas, on vous a appelé 1 heure de l'émission, sinon même moins, vous avez répondu. Merci de votre disponibilité. Voilà, les débats sur Africable Télévision sont des contributions. Vivement un dénouement heureux de cette crise malienne. Et encore une fois, c'est la fin de cette édition spéciale sur la panafricaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre intérêt. Excellente suite de programmes sur Africable Télévision.